Guyane, actualité. Après 2 ans et demi d'absence suite au Covid, 1900 premiers croisiéristes sont arrivés ce matin au port de Nouméa. Lifou et l'île des Pins n'accueilleront pas pour l'instant ces croisiéristes par précaution. Explication dans ce journal. L'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap n'aurait pas évolué depuis 2009 selon le collectif Handicap en 2016. Pourquoi ? Alors que fait-on pour que cela change ? Une journée pour l'emploi inclusif a été organisée au centre culturel Chibaou. Pour en parler ce soir, Joël Casarero, vous êtes le président de l'association Mouvement pour une Calédonie inclusive. Et enfin, échanger les techniques d'exploitation modernes ou traditionnelles avec les élèves du lycée Michel Rocard à Pointe-Boute. C'est l'objectif de la venue des étudiants polynésiens de BTS Développement de l'agriculture des régions chaudes. Une première dans le Pacifique. Un reportage dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, après Kwawa, le comité directeur de la SLN était à Népouy. Aujourd'hui, pas de plan de sauvegarde pour la mine Bernheim, mais plutôt un échange avec les syndicats sur l'avenir de la SLN. Incompréhension, inquiétude, la SGTINC s'était mobilisée ce matin afin d'évoquer leur inquiétude. On écoute Jean-Baptiste Porin-Pouéa, délégué syndical pour la SGTINC au micro d'Océane Zoubler. Bon, on est un peu satisfait dans l'ensemble parce que pour le moment on n'est pas impacté par ce qui a été annoncé pour Kwawa. Ce que le comité de direction avait prévu pour remonter plus souvent sur mine, je pense que c'est une bonne chose pour être au contact des agents sur centre et puis prendre conscience des enjeux de l'état de nos installations. Aujourd'hui, ils nous ont confirmé que mars, voire juin, juillet, on risquerait d'avoir des problèmes. Et du coup, on est quand même inquiet parce que au niveau production en période d'intempérie, on galère nous, au niveau de Népouy. Voilà, et selon la direction de la SLN, il n'a jamais été question de plan de redimensionnement pour les autres usines de la SLN. Le plan de sauvegarde concerne celle de Kwawa car ils sont toujours, selon elle, déficitaires depuis 6 ans. La direction en profite pour faire une campagne de communication et rencontrer les opérateurs. Quelle place donnons-nous aux personnes en situation de handicap dans le monde de l'emploi du pays ? On l'aborde dans l'œil de la rédaction. Et selon le collectif Handicap, en 2016, l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap n'aurait pas évolué depuis 2009, alors qu'une réglementation est entrée en vigueur pour obliger les employeurs à aller dans ce sens. Jean fait partie de ceux qui ont intégré une entreprise déficient intellectuel. Il a été embauché il y a 5 mois. Audrey Poedi l'a rencontré sur son chantier ce matin. Jean et ses collègues sont sur les finitions de ce chantier. Cet emploi, c'est devenu sa routine depuis 5 mois maintenant. Oui, j'aime bien mon travail. Ça se passe très bien avec les collègues, tout ça. On fait un peu tout. Là, quand j'ai commencé avec eux, je ne connais pas trop les outils pour faire. Après, c'est là que mon chef technique m'a appris les choses. Après, j'ai fait par la suite. Trouver ce travail n'a pas été facile pour Jean. Il a fallu faire preuve de patience et de persévérance. L'année dernière, comme j'étais en chômage, au début, c'est un peu difficile parce que avec mon ancien éducateur qui est parti en métropole, et on a commencé à chercher un peu partout. Mais c'est grâce à mon ancien éducateur qu'a trouvé ce travail, à tout faire. La présence de Jean est appréciée par son équipe et particulièrement par sa chef d'équipe Maggie. Quand on lui demande si au quotidien elle a l'impression de travailler avec une personne handicapée, voici ce qu'elle répond. Pour moi, non.
Tout le monde me dit qu'il a un handicap, mais pour moi, non. Non. Enfin, mon patron, il m'a dit, parce que c'est un handicap. Mais pour maintenant, depuis que je travaille avec lui, maintenant, on dirait que c'est réglé, hein, le handicap. Je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, c'est bon. Si Jean a réussi à intégrer une entreprise, ce n'est pas le cas de toutes les personnes en situation de handicap. En 2009, une loi du pays a été instaurée pour obliger les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher des travailleurs handicapés. Si elles ne respectent pas la législation, une amende peut leur être infligée. Malgré cette réglementation, l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés n'a pas évolué depuis. Une étude menée en 2016 par le collectif Handicap pointait déjà une hausse des demandeurs d'emploi de plus de 7% et dans le même temps une baisse des offres d'emploi en province sud. On constate que la loi n'est pas forcément adaptée aux réalités du terrain sur plusieurs versants. Nous, ce qu'on voit au niveau d'HandiJob, c'est qu'il y a quand même une volonté des entreprises. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser non plus les entreprises comme des personnes qui veulent absolument faire que du profit. Enfin, là, il y a quand même tout cet aspect social qui existe. Et l'idée, vraiment, une fois de plus, je pense que c'est l'accompagnement, le besoin d'accompagnement. Un chef d'entreprise, c'est pas son métier que d'accompagner une personne en situation de handicap, et pour autant, c'est un métier à part entière. Donc, je pense qu'il y a vraiment un réel besoin d'accompagnement, bien sûr, des travailleurs handicapés, mais aussi des entreprises. Selon cette étude menée en 2016 par le collectif Handicap, la procédure de reconnaissance des travailleurs handicapés reste méconnue et complexe. L'organisme pointe également un manque flagrant de formation adaptée aux différents types de handicap sur le territoire. Voilà, et vous venez de voir dans ce reportage, une journée pour l'emploi inclusif a été organisée au Centre culturel Tibao. Objectif, produire un document qui doit servir à orienter des politiques publiques. Et pour en parler ce soir, Joël Casarero, vous êtes le président de l'association Mouvement pour une Calédonie inclusive. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi la législation ne fonctionne pas ? Alors, elle fonctionne. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a réuni l'ensemble des parties prenantes pour voir comment on pouvait modifier en fait cette loi de manière à modifier en fait. Identifier les freins et essayer de voir en quoi on pouvait améliorer la loi pour améliorer en fait le taux de participation des personnes en situation de handicap au travail. Donc l'idée, c'était de réunir l'ensemble des parties prenantes qui chacune des parties voit un problème selon son angle, mais l'ensemble ne voit pas le problème globalement. Donc c'était de regarder quels étaient les freins, 2, c'était de voir quelles étaient les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre, alors rapidement et selon les priorités et puis selon l'accessibilité, pour qu'on puisse répondre aux questions, c'est les questions d'urgence, c'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore en fait la situation des gens qui cherchent de l'emploi. Alors, quels sont les freins justement ? On a vu également que les entreprises préfèrent payer l'amende. Alors, c'est peut-être un petit peu rapide. En fait, il y a un problème entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, par exemple, un des grands points qui est ressorti, c'est de dire il y a un problème dans la connaissance, dans le fait qu'il n'y ait pas de guichet unique pour pouvoir, informer les employeurs et 2, les personnes en situation de handicap pour qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande. Et ça, c'est revenu dans les 3 ateliers. Il y avait un atelier sur la scolarité, formation, un autre sur l'emploi et l'employabilité, et le dernier, c'était sur financement et gouvernance. Et de ces 3 ateliers qui sont déroulés pendant la matinée, est sorti un point commun, c'est la communication, l'information et le fait d'avoir un guichet unique pour faire en correspondre la demande qui est là, et l'offre, parce que beaucoup d'employeurs ne savent pas ce qui existe et se trouvent confrontés devant la bureaucratie et toutes les strates qu'on connaît pour avoir accès à ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire et comment avoir des gens qui peuvent correspondre à leurs besoins. Alors, est-ce que ce plan de travail va être soumis à nos autorités ? Alors oui, tout à fait. L'idée, c'était qu'on réunisse encore tous ceux qui ont pu contribuer. Notamment, il y avait, je pense, il y avait le vice-rectorat, il y avait le MEDEF et il y avait aussi la DAS qui ont pu contribuer à animer les ateliers. Et en plus des acteurs classique, j'allais dire, on va essayer d'avoir l'objectif, c'est d'avoir un petit comité qui permette de suivre quels sont
les actions qu'on peut mettre en place avec les autorités, avec le gouvernement qui est compétent, pour pouvoir améliorer en fait les choses avec un calendrier. Donc là, Thierry Santa a participé à la restitution et a aussi donné son avis là-dessus et bien sûr est moteur pour pouvoir avancer avec nous. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de travailleurs en situation de handicap à la recherche d'un emploi? Alors c'est un deuxième point qui est ressorti, c'est qu'on manque de données précises. Les dernières statistiques sont trop anciennes pour pouvoir élaborer une politique et en fait pour avoir une politique cohérente, il faut pouvoir mesurer, il faut pouvoir évaluer en fonction de la loi, il faut pouvoir corriger, mais pour tout ça, pour mettre en œuvre des politiques publiques, il faut de la donnée. Et la donnée, c'est la mesure. Et la mesure, c'est de savoir combien il y a de potentiel, combien rentrent, combien sont déscolarisés, combien sont, etc. Donc tout ça... Dans ça pour la formation aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc l'idée, c'est de voir... qu'est-ce qui échappe au radar finalement et quels sont les gens qui sont laissés pour compte, parce que quand on parle d'inclusion, c'est vraiment ça, c'est de voir quelles sont les personnes qui sont alors exclusion par le handicap mais exclusion sociale aussi derrière, hein. Il faut voir aussi que derrière généralement il y a un double handicap, un handicap social et un handicap j'allais dire fonctionnel. Alors, il nous reste 1 minute, on parle de l'emploi, mais l'inclusion, vous venez de le dire, dans le monde du handicap concerne tous les aspects de la vie courante. Est-ce que la base de l'inclusion du handicap ne commence pas peut-être à l'école ? Alors tout à fait, vous avez raison, il faut changer le regard du handicap. Ça part déjà dès le départ de la petite enfance. Comment est-ce qu'on accueille les différences en fait ? C'est ça l'objectif de l'inclusion, c'est comment est-ce qu'on accueille la différence et comment est-ce qu'on peut accueillir des gens qui ont les mêmes droits que tout le monde, mais qui ne peuvent pas faire certaines choses. Et tout l'enjeu en fait de notre société aujourd'hui, c'est de dire, non pas de les cacher, non pas d'avoir ce qu'on appelait avant le système caritatif, c'est-à-dire d'avoir pitié, mais de dire, ce sont des gens qui sont différents de moi, mais qui ont les mêmes droits que moi. Et comment est-ce que la société, comment est-ce qu'on peut mettre tout en œuvre pour que ces droits soient respectés et que ces gens-là puissent avoir le droit au travail, avoir le droit à l'éducation, avoir, etc., qui sont des droits humains. Voilà, donc changer le regard. Joël Casarero, vous êtes le président de l'association Mouvement pour une Calédonie inclusive. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et cet échange à présent, des porteurs de projets du programme Protège venus de Tahiti à l'occasion du salon Tech & Bio prévu en fin de semaine se sont rendus à Pandimé. Objectif, visiter la production de poulets fermiers certifiés authentiques, des initiatives locales qui, vous le verrez, intéressent beaucoup. Reportage d'Aurélie Chian. On a mis le système pour que maintenant, tous les mois, ils ont un abattage. Et dans l'année, ils ont 11 abattages. Et à chaque abattage, ils abattent l'ensemble des poulets du lot. Nous, on amène les poussins, eux, ils font de l'engraissement et après, on revient récupérer, on fait l'abattage. Donc, vous fournissez les poussins. Jean-Pierre explique le circuit du poulet fermier du GIE Meru. Dans son auditoire, des visiteurs du Pacifique venus dans le cadre des échanges régionaux du programme Protège. Ils achètent les poussins. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils déboursent rien? Au départ, rien, mais après, c'est prélevé sur le résultat d'abattage. D'accord. Comme vous avez les abattoirs, vous vous remboursez de ce que vous leur avez fourni. Mathieu est maraîcher et producteur d'œufs sur Ayatea. Il attend la livraison de ses premiers poulets de chair prévus dans quelques semaines. Le fonctionnement administratif du groupement l'intéresse particulièrement. Moi, ce qui me plaît beaucoup là, dans ce que je viens de voir, c'est vraiment cette organisation, où l'éleveur, on le décharge un peu des charges les plus pénibles finalement. Ça, c'est une chambre froide? Oui. Elle est à 17 degrés, d'accord. 17 degrés. Attends. Et tu les mets en froid et ça va quand même se... Oui, c'est pour bloquer l'embryon. C'est pour bloquer le développement. Ok. Voilà. Après les éleveurs, le couvoir fait lui aussi l'objet de nombreuses questions. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir d'abord comment ça se passe au niveau de la reproduction, au niveau de la fourniture des poussins. Depuis le Covid, Françoise fait venir à Tahiti ses reproducteurs des États-Unis. Cette rencontre permet de part et d'autre d'échanger sur les pratiques et les bonnes adresses. Notamment nous, ce qu'on ne sait pas faire, ou qu'on ne fait pas encore chez nous, c'est d'avoir des reproducteurs et un couvoir.
L'occasion, ici aussi, de s'interroger sur la résilience des territoires insulaires. Un des intérêts sur lesquels on travaille dans le cadre de Protège, c'est aussi des enjeux sur l'adaptation au changement climatique. Donc c'est produire, mais aussi comment produire pour nourrir les générations futures, en respectant l'environnement et en ayant des modèles économiques qui soient fiables. Nos voisins du Pacifique termineront leur séjour au Salon international Tech & Bio ce week-end, où de nombreux échanges sont encore prévus. Voilà, ici les porteurs de projets du Pacifique s'intéressent aux initiatives du pays. Les étudiants de Tahiti ont également rencontré leurs camarades du BTS Développement de l'agriculture des régions chaudes du pays. Une première dans le Pacifique. Objectif, échanger sur les techniques d'exploitation autant modernes que traditionnelles et des projets autour de l'agriculture. Un reportage d'Ismaël Ouakassio. Vous les écornez comment? Alors, le Draft Master, c'est une race où le gène sans corne est très largement diffusé. Mais de temps en temps, on a des animaux qui vont quand même sortir avec cornes. Direction l'élevage bovin pour commencer par une visite de l'exploitation. Dans une ambiance studieuse, les étudiants tahitiens posent des questions et prennent des notes sur les techniques d'élevage. Découvrir, analyser et comparer l'activité agricole de la Nouvelle-Calédonie dans la filière bovine de l'établissement avec ce qui existe déjà en Polynésie, voilà ce qui intéresse les étudiants. Oui, franchement, c'est très intéressant parce que à Tahiti, on rencontre souvent le même problème, surtout par rapport à la tique. Mais côté soucis climatiques, température, nous on n'a pas ça et on veut voir comment les gens s'en sortent ici. Des similitudes existent pourtant bel et bien entre les deux régions du Pacifique en raison du climat tropical. Toutefois, la Nouvelle-Calédonie reste pour les Polynésiens un gage d'expérience avancée. On est aussi dans un territoire îlien du Pacifique, mais le climat est différent, les pâturages sont différents, la façon d'élever les animaux sont différents. Nous en Polynésie, on a une filière bovine qui est quand même encore assez petite. On n'a pas des surfaces suffisantes pour pouvoir développer, mais elle existe quand même et on voulait quand même pouvoir comparer et voir tous les partenaires qu'il existe autour de cette filière bovine. Les étudiants polynésiens auront l'occasion de découvrir les innovations sur le territoire calédonien à travers la visite de plusieurs exploitations agricoles. Ils repartiront avec des idées et savoir-faire plein la tête. Bien entendu, durant leurs 15 jours de visite, il sera question aussi de tourisme et découverte du pays. Voilà, ici, nos voisins du Pacifique s'intéressent aux innovations du pays. Les 1900 premiers croisiéristes sont également arrivés ce matin après plus de 2 ans d'interruption du tourisme de croisière. Des touristes très attendus par les prestataires de Nouméa. Le bateau restera ce soir à Nouméa avant de reprendre le large. Une vingtaine d'autres touchés sont prévus d'ici la fin de l'année. Un reportage de Duke Menango. Après 2 ans d'absence, ces premiers croisiéristes font la joie de Ferdinand. Pour le tour opérateur, ils arrivent pour panser les plaies de la crise du Covid. C'était dur. On était au poids mort total. On ne sait pas comment on va faire. Voilà, on vit avec. C'est une maladie qui arrive. Voilà, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, quand on voit le bateau, il revient, mais on est très très content. Ce paquebot et ses près de 2000 passagers devaient aussi séjourner sur l'Ifou. Sur place, des inquiétudes vis-à-vis du protocole sanitaire et de la pénurie de personnel de santé ont conduit les autorités à reporter l'accueil du paquebot au mois de novembre. Embarqués samedi, les passagers du Pacific Explorer ont été prévenus la veille de leur départ. Nous sommes très déçus. Nous avons payé un prix décent pour visiter ces îles, pour au final savoir qu'après plusieurs jours passés en mer, on n'en visitera qu'une. C'est une grosse déception. Juliana est déçue, d'autant plus qu'elle avait suivi un protocole sanitaire strict avant d'embarquer. Nous devions présenter un carnet vaccinal complet avec la dose de rappel. Nous devions aussi effectuer le test à l'hydrogène et enregistrer les résultats. Nous portons le masque et nous nous lavons les mains, donc oui, le bateau ou le navire, peu importe comment vous l'appelez, est Covid-free. Malgré le protocole effectué au départ de Sydney, d'autres croisiéristes nous ont confié que personne n'avait vérifié ces documents sanitaires, ni à l'embarquement, ni à l'arrivée sur Nouméa. Pour les communes de Marais et de l'île des Pins, aucune arrivée de paquebot est encore prévue. La population de Kounia a partagé ses inquiétudes quant aux impacts des croisières sur leur patrimoine naturel
Et chez nos confrères de Demain en Nouvelle-Calédonie, les représentants communaux de l'île ont opté pour une limitation du nombre de touchés de paquebots. Mais ils craignent aussi l'arrivée de plus gros navires. Parmi tous les ports du Pacifique, l'île des Pins est l'un des plus appréciés de nos clients australiens. Nous nous sommes engagés à ne pas faire venir de méga paquebots dans cette région et nous espérons travailler avec Marée et l'île des Pins dès qu'ils sont prêts. Se préparer au mieux pour les ports et les communes, c'est aussi bénéficier de moyens. C'est dans ce sens que le gouvernement du pays s'emploie à instaurer la redevance passager. C'est une redevance qui existe partout ailleurs dans le monde et qui, comme par hasard, n'avait pas été mise en place dans notre pays. Donc on a proposé, ça a été accepté par le gouvernement. Et ce sont les passagers à l'embarquement qui payent une redevance sur leur billet de voyage, en quelque sorte. Sont encore à l'étude, selon nos informations, pour les paquebots, le port de Nouméa est le port le moins cher de France. Voilà, et si le premier paquebot a touché Nouméa aujourd'hui, à Lifou, la société Wedge Tour est fin prête pour accueillir à leur tour les premiers croisiéristes. Mais la semaine dernière, après une réunion avec les acteurs économiques, le grand chef du Wedge a préféré prendre des précautions. Je vous propose d'écouter Guillaume Wanima, membre du comité de développement du Wedge. Avec le président du comité de développement du Wedge et puis la directrice de Wedge Tour, on pense que les raisons du grand chef sont justifiées. Il faut d'abord laisser Nouméa, parce que tout le monde nous dit voilà, il faut faire venir le bateau, tous les normes sanitaires ils sont en place, mais nos grands chefs ils sont prudents. Donc il faut savoir que les gens qui habitent cette île, ils sont ces sujets. Donc on ne va pas lui rendre demain pour lui dire il est coupable, c'est lui qui a fait venir le bateau. Il a raison de refuser le bateau, on est tout à fait d'accord avec lui. Et pour fermer cette édition, les écoliers de l'école pilote de Nassé à Lifou veulent s'approprier leur histoire. Pour cela, ils se sont rendus à la tribu de Mou sur les traces de Phao, le missionnaire protestant venu apporter l'évangile sur l'île. Atelier, maquette, tout est bon pour rendre l'échange plus ludique. Un reportage d'Henri Nailolo. Alors, c'est un monsieur qui vient des îles Cook. Il va être converti à quelle religion? Protestante. En quelle année? En 1838. Et par qui? Par les pasteurs anglais. C'est dans cette magnifique baie de Amelewech à Mou que Phao a débarqué de Marée en 1842 à bord de sa pirogue pour évangéliser l'île. C'est à travers son histoire que les enseignants souhaitent transmettre à leurs élèves leur patrimoine culturel. Donc l'enfant, il pourra déjà se situer au niveau du temps, mais au niveau aussi de l'espace et connaître sa culture à travers les visites que nous avons effectuées. Donc le produit final, ça va être une frise historique propre à Djérou. Je suis très très contente parce que c'est un projet qui a été mûrement réfléchi. On voit aussi dans le travail des enfants, le savoir, il est apporté dans la classe, mais là le fait d'être sur place, d'apprendre avec les enfants autrement, eh ben, ça donne une autre idée en fait de ce qu'est l'enseignement. Et parmi les différentes activités proposées, il y a cet atelier Land Art où les élèves ont représenté le premier temple protestant de l'époque à l'aide de matériaux trouvés sur la plage, une expérience unique pour les élèves et leurs intervenants. Allez, il faut des petits bouquets pour mettre dedans. Puis mettre devant la rentrée des petits bouquets aussi. Tac. Ça nous apporte beaucoup de joie, on aime faire ça et c'est pas souvent qu'on fait ça. J'ai beaucoup d'émotions puisque c'est une nouvelle génération qui arrive et là on fait œuvre de transmission puisque c'est leur patrimoine à eux, ils vont connaître leur île et donc c'est beaucoup d'émotions de partager mon savoir. Le projet Djerounapan s'est terminé ce mardi avec la visite de l'ancienne léproserie de Chila, un autre patrimoine historique et culturel de l'enfant de Djérou. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.